Aide alimentaire européenne en danger, associations et politiques réagissent. Airbus, rencontre entre syndicats et sous-traitants aujourd'hui. Et enfin, les plans de la nouvelle salle de spectacle de Bordeaux-Rouge dévoilés. Aujourd'hui, à Bruxelles, se tenait la réunion de la dernière chance pour sauver l'avenir du programme alimentaire européen d'aide aux plus démunis. Les socialistes et les Verts européens sont pessimistes sur l'avenir. Tout d'abord, c'est dramatique, indécent, ignoble, inacceptable. C'était une aide de 500 millions d'euros par an, c'est-à-dire de 1 euro par habitant européen, qui concernait 18 millions d'Européens qui souffrent de la faim, parce que c'est de ça dont on parle. Et la Commission a annoncé le 11 juin dernier, pour être précis sur les dates, le passage, l'abandon de cette aide de 500 millions et une proposition à une centaine de millions. Nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on aide de plus en plus de personnes au niveau alimentaire. Depuis au moins 2 ans, la hausse est constante. Et en effet, il va falloir que nous nous adaptions, parce que s'il y a une baisse de l'aide alimentaire européenne, de fait, il va falloir qu'avec moins, on serve toujours autant de personnes, si ce n'est plus. Le bilan a été reporté et la gauche européenne dans son ensemble dénonce les intérêts purement économiques au détriment d'une politique de solidarité européenne. Les syndicats des sous-traitants et les syndicats d'Airbus se sont réunis aujourd'hui pour faire un état des lieux des contraintes imposées par la maison mère à ses partenaires industriels. On voit par exemple que les contrats de la 350, ils sont faits systématiquement en dollars. C'est les sous-traitants donc qui payent la parité. On leur impose systématiquement une délocalisation dans un pays low cost. Donc on voit Aerolia qui est délocalisé en Tunisie. On voit Ratifijac qui crée une entreprise au Maroc. Et d'autre part, on voit aussi une réorganisation des sous-traitants, puisque Airbus ne veut travailler qu'avec des niveaux 1, des tier 1, et que la chaîne de fournisseurs doit être des entreprises à taille intermédiaire, c'est-à-dire une taille suffisante, une taille critique suffisante pour justement assurer les niveaux de cadence imposés par Airbus. Des exigences de recapitalisation, d'avoir une trésorerie suffisante, d'avoir des capacités industrielles suffisantes. On essaye de faire prendre le risque aux sous-traitants pour se dégager de la trésorerie pour soi-même, pour les nouveaux programmes, etc. La CGT pense qu'un carnet de commandes rempli doit profiter à l'emploi et non pas le détruire. La catastrophe d'AZF, c'était il y a 10 ans. Demain, la rédaction de TLT se mobilise pour une édition spéciale à 18h30. Entre septembre 2001 et juillet 2011, la CPAM a ouvert près de 12 000 dossiers de victimes de l'explosion d'AZF. 10 ans après la catastrophe, la CPAM et l'Institut de veille sanitaire, qui a lancé des études dès le 22 septembre, parlent de l'impact médical à moyen terme de l'explosion. On a pu notamment noter donc, les phénomènes d'acouphènes, les bourdonnements d'oreilles, l'hyperacousie, la sensation de bruit douloureux, ou même des pertes auditives dans les fréquences élevées. Les conséquences psychologiques qui sont plutôt des symptômes qui apparaissent suite à un événement traumatisant, type des cauchemars, le fait d'être irritable, d'avoir du mal à s'endormir. Des troubles persistants que la cohorte santé AZF, une étude sur volontaires, a permis de révéler. Grâce à une étude que nous avons faite sur la base de données de l'assurance maladie, et où on peut constater que des personnes qui prennent encore des antidépresseurs, qui prennent encore des anxiolytiques, sont encore nombreux. Il y a encore donc 14% de personnes qui prennent des anxiolytiques, 10% qui prennent des antidépresseurs. Et surtout, puisque c'est difficile de comparer ces chiffres, surtout ce qui est important, c'est de remarquer qu'ils sont plus nombreux à les prendre lorsqu'ils étaient plus proches de l'explosion au moment de l'explosion. Aujourd'hui, près de 3000 volontaires participent chaque année à l'étude. Des résultats définitifs seront disponibles en 2012. Le ministère public fait appel au nom de sa conviction très forte de l'existence de fautes et négligences multiples et caractérisées de la société Grande Paroisse et de son directeur. C'était il y a près de 2 ans. Le parquet annonce alors son intention de faire appel de la relaxe générale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse. Alors, accident ou acte volontaire ?
10 ans après la catastrophe, rien ne permet de dire que ce nouveau procès apportera des réponses. L'acte d'accusation n'a pas changé. Sur le banc des prévenus, on retrouve Serge Bichelin, l'ancien directeur d'AZF, et la société Grande Paroisse, propriétaire de l'usine et représentée par Daniel Grasset. Les parties civiles disent attendre de l'audace et du courage de la part des magistrats pour enfin lever les zones d'ombre sur les causes de la catastrophe. Du côté de la défense, les avocats espèrent une nouvelle relaxe, arguant que rien n'a changé dans le dossier depuis le premier procès, des arguments qu'ils pourront défendre à partir du 3 novembre prochain, date de l'ouverture du procès en appel. Il vaut mieux être bien informé avant de se jeter dans le monde du travail. Forum Emploi Formation à Grenade-sur-Garonne. Aujourd'hui, 500 personnes ont pris contact et conseil auprès de 70 exposants. Pour Edwige, le résultat est mitigé. Ces emplois très ciblés qui sont présents ici, ça ne correspond pas à ce que je recherche. Là, c'est vraiment l'aide à la personne, les boîtes d'intérim. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus que ce qu'on trouve effectivement aujourd'hui dans les offres d'emploi de toute façon. Parmi les secteurs représentés, la vente à domicile. Pour Bernadette, le travail en solo n'est pas un problème. Ça ne me gêne pas. Mon ancien travail, j'étais avec beaucoup de monde. On a créé 1000 postes sur toute la France et on est en mode fusée. Pour le CBE, lutter contre le chômage en milieu rural n'est pas chose aisée. C'est-à-dire que les personnes qui pourraient avoir accès aux emplois sont obligées d'avoir des moyens de locomotion et aujourd'hui, quand on est en grosse difficulté, on a un peu de mal. Les forains ont pris place sur le parking du Zénith. Coup d'envoi de la fête Saint-Michel, samedi 24. Voici ce à quoi devrait ressembler la nouvelle salle des musiques actuelles toulousaines, qui devrait ouvrir début 2014. Les architectes en charge du projet ont notamment travaillé sur le nouveau bikini. C'est un bâtiment, une sculpture un peu massive de béton, très contemporain. La programmation devrait tourner autour de groupes toulousains dans l'esprit de Toulouse in Bikini. La salle de spectacle accueillera 500 spectateurs, une jauge soigneusement étudiée. On connaît bien le bikini, c'est une jauge qui est quand même une jauge à 1000 places et autrement on passait tout de suite à des jauges, je dirais, sur des salles debout à 200 places. Donc c'est vrai que cette jauge intermédiaire de 500 manquait cruellement à Toulouse. Situé à Borde-Rouge, le bâtiment de 2000 mètres carrés n'accueillera pas uniquement une salle de spectacle. Il y aura des locaux de répétition, il y aura également des espaces de création et puis toute la partie cluster, lieux ressources. C'est un équipement partagé. Le coût du projet s'élève à 6 millions d'euros. Les travaux devraient débuter en juin prochain.